cuando coincido con Julio Mede, hacemos primero Vacas y yo ya empecé a trabajar con 14, 15 años. El estar aquí hoy con vosotros, bueno, merci beaucoup por vuestra asistencia. La verdad, sinceramente estoy emocionada, ¿no? Porque finalmente para mí este oficio es una forma de conocimiento del ser humano y me da la posibilidad de encontrarme y de aprender de las personas, ¿no? Así que estar aquí le da sentido a mi oficio y compartirlo hoy con vosotros. Ese es el sentido de mi oficio. C'est vrai qu'avec Julio Medem, j'ai commencé Vacas, j'avais 14-15 ans, et justement de me retrouver ici, tellement d'années après, avec une telle audience, je suis vraiment particulièrement émue parce que ce métier que je fais, je le fais parce qu'il me permet de connaître et de mieux connaître justement l'être humain, de pouvoir me rencontrer moi-même, mais également d'apprendre des autres. Et je crois que le sens profond de mon métier, de ce que je fais, c'est de partager cela avec vous. Sí, porque en algún momento, perdona que me he ido de la pregunta, en algún momento cuando uno compone un personaje y desentraña e intenta comprender el alma de ese personaje, entra en territorios desconocidos y la magia de este trabajo es que vosotros al ver estas películas también entráis en esos territorios y descubrís esos lugares, así que es algo que hemos compartido, ¿no? Esos lugares comunes, que son lugares emocionales. Esa es la magia del cine, ¿no? Bon. C'est vrai que quand on compose un personnage, qu'on essaie de comprendre et d'aller puiser vraiment l'âme du personnage, on rentre, on pénètre dans des territoires inconnus. Et la magie du cinéma fait en sorte que justement on partage ce voyage que l'on fait nous-mêmes à travers vous, parce que vous, spectateurs, vous le faites aussi. Vous découvrez aussi à travers ces personnages des endroits que vous ne connaissez pas de l'être humain, ou peut-être qui font écho en vous. Et le fait de pouvoir partager ça avec vous, ces endroits qui en fait sont certes de l'être humain, mais émotionnels. Et ça, c'est quelque chose c'est la magie du cinéma, de pouvoir partager cela avec vous. Por eso hay que ser muy exigente con lo que uno hace. C'est pour ça qu'il faut être très exigeant avec ce que l'on fait, pour parvenir à cela. Yo, volviendo a la pregunta, yo llevaba ya un tiempo trabajando, empecé con 15 años, gracias a que mi padre un día en casa leyendo el periódico El País decidió que vio un anuncio y dijo: ah, chiqui, tengo un trabajito para ti. Yo pensé, bueno, mi padre ya está con sus locuras de siempre, y al día siguiente mi madre me llevó a un casting y yo era muy tímida, lo sigo siendo, y un poco menos que antes, por suerte. Y bueno, me encontré, era el año 79, y me encontré en una sala con una mesa enorme rodeada de hombres con barba. En aquella época todos llevaban mucha barba, y entonces era para interpretar un personaje protagonista basado en una obra de Rosa Chacel, una escritora española de la generación del 27, sí. Y quedé seleccionada. Para mí fue una sorpresa increíble porque yo jamás había pensado ser actriz. Entonces, cuando comenzó el rodaje, antes de empezar el rodaje estábamos ensayando y yo pensé, bueno, estos del cine ya se darán cuenta algún día de que se han equivocado y que yo no sirvo para esto. Pero bueno, parece ser que todavía nadie se ha dado cuenta y aquí sigo. Parece que habláis español, ¿no? Mucha gente, pero no todo el mundo.
J'ai donc commencé ce travail à 15 ans, même avant donc de travailler avec Julio Medem. Mon père un jour lit un article dans le journal, on cherchait des jeunes filles pour un casting, et il me dit « Ah bah ça y est, j'ai quelque chose pour toi ». Je lui dis « Mais franchement, ça y est, c'est encore une des folies de mon père ». Mais finalement, le lendemain, avec ma mère, je suis allée à ce casting, je me suis retrouvée, et j'étais très timide à l'époque, je le suis encore aujourd'hui, mais un petit peu moins, heureusement. Et en 1979, je me suis retrouvée donc dans une grande salle avec une grande table, avec des hommes derrière, avec de la barbe, c'était à la mode à l'époque. Et en fait, je devais auditionner pour un rôle d'une poétesse de la génération 27 en Espagne, basée sur un livre de Rosa Sachel. Et j'ai été sélectionnée. Et dès que ça a été la grande surprise pour moi, parce que moi je n'avais jamais pensé devenir actrice, c'était pas un but pour moi. Et je me suis dit pendant qu'on répétait, un jour ils vont bien se rendre compte que moi c'est pas mon truc d'être comédienne. Mais je crois que encore aujourd'hui, je me dis un jour ils vont me le dire, c'est pas possible. Y bueno, así empecé a trabajar acompañada de actores profesionales como Fernando Rey, Héctor Alterio, en fin, gente de la que aprendía sencillamente estando a su lado y escuchándoles, ¿no? y observándoles cómo trabajaban. Yo soy una actriz autodidacta y he aprendido este oficio trabajando. Es un poco la antigua escuela. He tenido la suerte de trabajar con Fernando Fernán Gómez, Paco Raval, Irene Gutiérrez Cava en el teatro. Son damas del teatro, auténticos maestros. Así que eso ha sido un privilegio realmente, porque yo no he aprendido en las escuelas. Ahora, para aprender interpretación es una condición indispensable asistir a una escuela, ¿no? Pero no puedo olvidar lo que también me enseñaron estos maestros, ¿no? Que este es un trabajo que habla de la vida, es el oficio de la vida, ¿no? Y Paco Raval decía eso, la auténtica escuela está en la calle. Está en los otros, en los encuentros, en las miradas de las personas con las que compartes un momento en la vida, ¿no? Esos son los auténticos maestros de nuestro oficio, porque finalmente contamos sus historias. Después de... Ahora te voy a fastidiar un poco. Sí. Je travaille avec beaucoup d'acteurs professionnels comme Fernando Rey, Héctor Alterio, et j'ai beaucoup appris à leur côté justement. J'ai appris sur le tas finalement parce que je n'ai pas fait d'école d'art dramatique et je suis une actrice autodidacte, mais j'ai appris aux côtés de grands professionnels comme Fernando Fernán Gómez, Paco Raval, avec de grands maîtres aussi du théâtre et ça a été un vrai privilège parce qu'aujourd'hui il faut pour arriver au cinéma en général passer par le théâtre, au moins une école, et c'est presque une condition sine qua non. Mais finalement, moi ce que j'ai appris, c'est que le cinéma parle de la vie et du métier de la vie finalement. Et ce que me disaient ces professionnels, c'est que le cinéma, il est en fait, là où on l'apprend le mieux, c'est dans la rue. C'est avec les rencontres des gens, en observant leur regard. Et parce que ce que nous racontons, c'est votre histoire. No tengo nada contra las escuelas de interpretación. Oui. Je n'ai rien contre les écoles d'art dramatique. Pero a veces los profesores marean un poco y se crean terapias de grupo de... ¿Sabes? Que... Quelques professeurs qui tombent un petit peu dans la thérapie de groupe et des fois c'est un petit peu... Pero es verdad que cuando empecé a trabajar quería meterme en una escuela y los directores con los que trabajaba me decían no se te ocurra hacer eso porque espérate un poco a crecer y entonces pues bueno podrás aprender y elegir por ti misma lo que quieres hacer, ¿no? Porque puede ser manipulada, porque los actores somos también material maleable y en ese sentido influenciable, entonces aprendemos, somos muy receptivos hacia lo que nos dicen e integramos lo que nos dicen como si fuera la Biblia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Quand j'ai débuté justement dans ce métier, je voulais faire une école, je voulais passer par une école et les réalisateurs me disaient non, attends un petit peu, soit attends d'être un peu plus grande, que tu puisses toi-même choisir quelle école faire, avec qui.
parce que les acteurs sont des êtres humains qui sont très manipulables, parce qu'ils jouent avec la matière, avec ce qu'ils ont, et très malléables. Et on est également très réceptif à ce qu'on nous dit, on l'intègre et on prend ça comme des mots de la Bible en fait. Donc il faut faire attention à ça. Y después de esta introducción, entonces yo empecé a trabajar en el cine, tuve la suerte de trabajar con directores profesionales de aquella época, estamos hablando de los años 80, al mismo tiempo surgía Pedro Almodóvar con Pepi Lucibón, con un cineasta completamente innovador en ese momento dentro del panorama cinematográfico español, muy gamberro también, ¿no? con las historias que contaba y muy directo, muy visceral también y con un lenguaje muy personal. Y yo podía encontrarme con Pedro Almodóvar si salía alguna noche, porque yo siempre me relacionaba, como había empezado a trabajar con 14 años, con la gente más mayor, entonces mis amigos tenían 40 o 30 años, ¿no? Por suerte, ¿eh? Y a veces podía coincidir con Pedro Almodóvar en algún local de moda, ¿no? Recuerdo haber estado con él alguna vez hablando de Pink Flamingos, de John Waters, y bueno, fíjate lo que he tardado en trabajar con él. Quand j'ai débuté dans le cinéma, donc j'ai eu la chance de travailler avec de grands réalisateurs professionnels, c'était les années 80 à peu près, et Almodóvar commençait à ce moment-là avec son premier film, Baby Boom Lucy et les autres filles du quartier, et c'était un cinéaste justement qui était novateur dans le panorama cinématographique espagnol de l'époque. Bon, il était un peu voyou aussi hein, dans ce qu'il faisait comme cinématographie. C'était quelqu'un de direct, de viscéral, qui avait son langage personnel. Cinématographique, et ça m'arrivait de pouvoir le croiser parce que à l'époque moi j'étais jeune mais je sortais avec des gens que je côtoyais puisque je travaillais avec eux de 30-40 ans et c'était une chance, n'est-ce pas, mais ça m'est arrivé justement de le rencontrer dans des bars à la mode de l'époque et je me souviens d'une fois qu'il m'a parlé de Pink Flamingo, de ce film de John Waters et voilà, et aujourd'hui je peux dire que j'ai travaillé avec lui. Y al mismo tiempo, a finales de los años 80, en los 90, comienzos de los 90, surge una nueva generación de cineastas, entre los que están Julio Medem, Alex de la Iglesia, Juanma Bajo Ulloa, una nueva generación, ¿no? Con una visión del cine también muy novedosa. Yo leo el guión de Vacas y recuerdo el impacto que me produjo aquella lectura, ¿no? Porque tenía ganas de hacer cosas diferentes, tener en cuenta que yo era muy joven y siempre me llamaban para interpretar el personaje de la adolescente, un poco Lolita, ¿sabes? Y entonces, pues claro, yo quería hacer otras cosas, ¿no? Así que cuando Julio Medem aparece en mi vida es como, por fin me encuentro con una sensibilidad común, ¿no? Alguien con quien conecto inmediatamente y surge entre los dos un lenguaje y muchísima química. Y así empezamos el rodaje de Vacas, en el cual participan profesionales del cine que ahora son gente muy reconocida dentro del cine. El rodaje de Vacas es un rodaje que recuerdo con muchísimo cariño. Ahí están Carralejalde, Carmelo Gómez, Ana Torrent, gente con muchísimo talento y con mucha categoría. El operador es Carles Gussi y ahí estaba Julio Medem poniendo la cámara, enterrando la cámara en el suelo, colocando la cámara en los ojos de la vaca, en fin, haciendo cosas increíbles que todos agradecíamos porque era un nuevo lenguaje visual. À la fin des années 80, début de 90, il y a une nouvelle génération de cinéastes qui apparaît en Espagne, comme Julio Medem, Alex de la Iglesia, Juanma Bajo Ulloa. Ce sont des cinéastes, mais novateurs, qui apportent un nouveau langage cinématographique et de nouveaux thèmes également. Et c'est vrai que quand j'ai lu le scénario de Vacas, je me souviens encore de l'impact que ça m'a fait à la lecture. Parce que on me proposait quelque chose de différent. Comme j'étais jeune à l'époque, on m'appelait surtout pour faire des rôles d'adolescente.
quelque peu Lolita, on va dire. Et j'avais envie de faire d'autres choses. Et Medem, justement, enfin, j'ai pu trouver quelqu'un qui avait cette même sensibilité que moi. Et on a eu une vraie fusion tous les deux, mais vraiment très immédiate. Et Vacas, c'était pour moi l'occasion de travailler encore avec des professionnels qui sont des gens tout à fait reconnus aujourd'hui dans le monde du cinéma espagnol. Et le tournage, c'était fantastique avec ces acteurs comme Cara Elejalde, Ana Torrent, très connue à l'époque aussi, Carmelo Gomez, avec le directeur photo Carles Gussi, avec Medem aussi qui mettait la caméra au sol pour pouvoir filmer, qui les mettait devant les yeux des vaches, enfin, des choses extraordinaires vraiment. Et c'est vraiment, je remercie vraiment ce cinéma parce qu'ils ont apporté un langage visuel différent. Y finalizando el rodaje de Vacas es cuando Julio me propone La ardilla roja, ya contesto a tu pregunta, al cabo de 2 horas. Y entonces él había escrito este personaje pensando en mí, quería hacer un homenaje a la mujer, al universo femenino y bueno, insistiendo en este diálogo que teníamos los dos, ¿no? Nos pusimos a trabajar y fue un placer, ¿no? Volver a trabajar con él. Volvimos a trabajar en tierra y bueno, quizá con lo que pasa también en las relaciones, ¿no? Que las vivimos muy intensamente y luego nos hemos tomado un descanso. Et donc à la fin du tournage de Vacas, il me propose directement de travailler, de continuer à travailler avec lui dans L'Écureuil rouge, parce qu'il a écrit ce rôle en pensant à moi et il voulait rendre hommage à l'univers féminin dans ce film-là. Donc on a continué ce dialogue qui existait déjà entre nous et ça a été un vrai plaisir de continuer à travailler avec lui, avec encore un 3e film, Tierra. Et finalement, comme toutes ces relations intenses, vous savez, qui durent un moment, et après il y a besoin peut-être de prendre une certaine pause. ¿Otra cuestión? No, vamos a pasar. Que va por camino para llegar a Medem, ¿no? Sí, claro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On voyait que vous aviez peur qu'on monopolise. Non, non. Attendez, le micro arrive. À propos du film Julieta, est-ce qu'il y a un moment ou plusieurs moments qui vont marquer pour jouer Durante el rodaje ha habido momentos así que te han marcado específicamente. En Julieta. ¿En Julieta? Sí. Momentos. De rodaje que te han marcado más que otros. Mira, yo para prepararme el rol de Julieta organicé mi vida para quedarme sola en mi casa. Yo tengo 2 hijos. La película se rodaba en el mes de julio, lo cual fue magnífico porque coincidían las vacaciones, así que me mandé a un campamento y al otro con su padre. Y les había mentalizado de que iba a preparar un trabajo que necesitaba que me comprendieran y que necesitaba quedarme sola. No concibo la preparación de Julieta sin esta soledad, ¿no? Porque es un personaje que me reclamaba las 24 horas del día. Era un personaje con el que necesitaba estar vinculada constantemente, ¿no? Es un personaje que navega de forma muy sutil desde dentro y hay que contar desde los silencios lo que esta mujer está sintiendo. No es un personaje que se cuenta en los diálogos, se cuenta en las miradas, se cuenta en la expresión, ¿no? Es un dolor hondo que está instalado en el personaje. Anécdotas, pues bueno, sí que recuerdo en el trabajo con... Vale. Sí, mejor. Claro, hay algunos que no entienden.
pour la préparation de ce personnage, il a fallu que je m'organise dans ma vie, hein, parce que je voulais être seule chez moi. J'ai 2 enfants, et donc il a fallu que je m'organise pour les envoyer. C'était le mois de juillet, donc ça tombait bien, c'était les vacances. Donc il y en a un qui est parti en campement, et il y a un autre qui est parti avec son père. Voilà, donc pour ce travail, je savais très bien qu'il fallait que je sois toute seule. Je ne pouvais pas concevoir ce travail sur ce personnage de Julieta sans la solitude. J'avais besoin d'être avec elle 24 heures sur 24, parce il fallait que je crée un lien très profond avec elle, et puis constant, de tout moment. C'est un personnage qui navigue subtilement à l'intérieur de soi. Il ne transparaît pas à travers les dialogues, mais plutôt à travers les silences, les regards, les expressions, parce que c'est un personnage qui a une douleur très profonde en elle. Y Pedro me había dado una serie de referencias que fueron algunas de ellas determinantes para componer el personaje, como un libro que se llama El año del pensamiento mágico, escrito por una escritora americana, Joan Didion, un libro magnífico en el que ella cuenta en primera persona el duelo por la desaparición, por la pérdida del amor de su vida, su marido. Y realmente yo en ese libro tenía subrayados muchas de los párrafos porque me ponían inmediatamente en situación. Pedro m'a donné beaucoup de références pour pouvoir préparer ce rôle, et c'était vraiment déterminant pour moi, parce que y a un livre spécifiquement qui m'a beaucoup aidé, c'est le livre qui s'appelle l'année de la pensée magique, de Joan Didion, sí. Qui en fait parle de du deuil de la perte de l'amour de sa vie. Dans ce cas-là, c'était son mari. Et moi, j'ai beaucoup souligné beaucoup de paragraphes qui me mettaient directement en situation. Sí, porque es una película que habla también de el abandono, el sentimiento del abandono, la pérdida, la culpa, el paso del tiempo, por qué abandonamos a las personas que amamos. Estos son los temas de los que quería hablar Pedro, ¿no? Entonces había que hacer un trabajo muy meticuloso. Pedro es muy minucioso, es absolutamente detallista. Él cuando tiene que rodar un plano, o sea, ve cosas que nadie ve. Y yo lo he contado ya antes, yo me quedé alucinada un día que íbamos a rodar un plano y de repente veía los libros que había detrás y dijo, tengo que supervisar todos estos libros que no los he supervisado, y la escena se quedó para rodar al día siguiente. Como anécdota, ¿no? Te puedo explicar. Eso no es normal, eso no lo hace ningún director, ¿vale? No he trabajado nunca con nadie que quiera supervisar los libros que salen en la librería y se ven al fondo. C'est un film qui parle de l'abandon, du sentiment de l'abandon, de la culpabilité, du temps qui passe également, et pourquoi nous abandonnons les êtres que nous aimons aussi. Et c'était un travail très méticuleux à fournir, parce que Pedro est quelqu'un qui est très détailliste. Il voit des choses que personne ne voit. Il y a une anecdote que j'ai racontée tout à l'heure à la présentation. Dans une scène, il y avait derrière moi une étagère avec plein de livres. Et il est venu, il a dit, mais moi je n'ai pas supervisé ces livres, je ne sais pas lesquels ont été choisis. Et du coup, la scène a été reportée au jour suivant. Et il a dû regarder tous les livres et choisir lui-même les livres qui seraient en fond. Peut-être qu'on n'irait même pas les titres. Il n'y a pas un seul réalisateur que je connaisse qui fasse ce genre de choses. Os podéis imaginar que la gente del equipo técnico que trabaja con Pedro, que es tan meticuloso, se prepara muchísimo, se documenta muchísimo, le muestra muchísimas fotografías hasta que encuentra lo que Pedro quiere. O sea, a mí me llevó un día al escenario, al set de la casa donde rodábamos. Yo pensaba que me querría hacer una prueba o que querría que leyéramos algo. No, simplemente quería ver cómo quedaba el tono de mi pelo que me acababan de teñir con el fondo de la pared, que el color que acababan de pintar. Impresionante, impresionante.
En fait, l'équipe technique qui travaille avec Pedro sait combien il est méticuleux. Donc eux-mêmes sont obligés de bien se préparer, de bien se documenter, de proposer des photos jusqu'à ce qu'ils trouvent exactement ce que Pedro désire. Et une fois, il m'a amené sur le set, donc le plateau où on allait tourner la maison. Donc c'était l'appartement du personnage que je représentais. Et je pensais qu'on allait faire des essais ou faire une lecture, quelque chose. Non, non, il voulait simplement regarder la couleur de la teinture qu'on venait de me faire sur mes cheveux pour voir si elle combinait, si elle allait bien avec la couleur de la peinture du mur qui était derrière moi, qu'on venait de peindre. Así que el día que me preguntó antes de empezar a rodar si estaba preparada, yo le dije, pues no sé si estoy preparada, pero tengo muchas ganas. Donc moi, il m'a demandé un jour si j'étais prête pour travailler, et elle a dit, je ne sais pas si je suis prête, mais en tout cas, j'ai vraiment envie. Os voy a contar una cosa que tengo que contar. Es muy curioso porque yo me incorporé al proyecto de Pedro Almodóvar nada más terminar el rodaje de La próxima piel. Terminé el rodaje de La próxima piel un viernes y el lunes ya estaba en la oficina de Pedro y comenzábamos los ensayos. O sea, estas dos películas han sido dos películas que se cabalgan constantemente en los festivales, en el rodaje, en mi vida, constantemente se acompañan la una a la otra, en los premios, en las nominaciones, y es algo también muy particular, ¿no? Porque son dos madres que hablan, comparten territorios, pero la mirada del director es la protagonista. Cuando yo terminé el rodaje de La próxima piel y había leído el guión de Pedro, pensé, pues oye, esto, o sea, una se encuentra con el hijo que desapareció hace 10 años y la otra le desaparece la hija por 10 años. Y tenía mucho miedo. Sinceramente tenía mucho miedo de no encontrar las diferencias, ¿no? La trayectoria adecuada para cada personaje. Quand j'ai commencé, j'ai débuté à travailler avec Pedro, je venais juste de finir le film, le tournage de La próxima piel, donc La propria piel. J'ai fini un vendredi et le lundi, j'étais dans les bureaux de Pedro pour commencer à travailler. Donc ces films, constamment, dans toute la trajectoire qu'ils ont eue, se sont chevauchés comme ça, autant pour le tournage que pour ensuite les festivals, les nominations, les prix. Et c'était quelque chose d'assez particulier parce que dans les deux films, j'interprète une mère et qui... Toutes les deux, on partage des territoires semblables, mais justement, c'est ça qui me faisait un peu peur, parce que dans l'un, c'est une mère dont le fils a disparu pendant 10 ans et qui revient 10 ans après, et dans l'autre, c'est une mère dont sa fille justement va disparaître pendant 10 ans. Donc il y avait quand même beaucoup de choses communes, et j'avais peur de ne pas réussir à départager ces deux trajectoires justement de personnajes féminins. Pero como habéis podido observar, las dos películas no tienen absolutamente nada que ver porque la mirada del director es la protagonista. Mais en fait, comme vous avez pu le constater, ces deux films n'ont rien à voir parce que le regard du réalisateur, c'est le rôle principal qui le donne. Alors, d'autres questions? Hola. Merci. Hola. Hola, sí, hola, ¿qué tal? Daniel, encantado. Hola, Daniel. Dos preguntas. Bueno, primero felicitarte por toda tu trayectoria. Gracias. Decirte cuál ha sido la película que te ha costado más hacer como actriz y cuál ha sido la película que te ha llegado, si alguna te ha llevado a ser mejor persona de lo que ya eres.
quel a été le film qu'elle a préféré faire en tant que comédienne et quel film finalement a fait qu'après elle s'est sentie encore meilleure personne qu'elle ne l'est. ¿Y quién te dice a ti que yo soy buena persona? Et qui te dit que je suis une bonne personne? La película que más me ha costado hacer, pues mira, la última, que no se ha estrenado todavía. La última es una película que he rodado en México con un director mexicano que se llama Michel Franco y realmente me encontré con un personaje que me provocaba un desafío increíble y me daba mucho vértigo, así que pensé que no tenía más remedio que lanzarme y hacerla. En fait, je me suis trompée, c'est le personnage qui lui a coûté le plus. Et donc ça a été le dernier film qu'elle a fait, qui n'est pas encore sorti, qui est un film qu'elle a fait que j'ai fait donc, au Mexique avec Michel Franco. Le personnage était un vrai défi et qui me provoquait un certain vertige, et donc la seule façon de le faire, c'était de me lancer. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta más en serio, el personaje que más me ha costado interpretar ha sido en teatro a Las criadas de Jean Genet. El personaje de Claire. Le personnage... Jean Genet. Ah ouais, ça c'est clair. Pour être plus sérieuse, le personnage qui vraiment a été le plus compliqué pour moi, le plus dur à interpréter, c'était au théâtre. C'était Les Bonnes de Jean Genet et c'était le personnage de Claire. ¿Conocéis? Vous connaissez? Claire est un personnage... Es muy complejo, sí. Ouais. Increíble trabajo, sí. Ese es una obra de teatro que hicimos en España con Aitana Sánchez Gijón y dirigidas por Mario Gas. Y estuvimos durante un año representando esa función y realmente Genet es impresionante. Yo durante ese tiempo me enamoré de Genet, porque cada vez que representaba la función en el escenario, el teatro es magnífico, porque cada día te encuentras diciendo palabras increíbles de alguien que lo ha escrito, ¿no? El teatro se trabaja desde otro lugar, desentrañando el texto, desentrañando las palabras, es el lenguaje teatral, ¿no? En el teatro el protagonista es la palabra, en el cine es más la imagen, ¿no? La mirada. Pero sí que me encontraba a veces en el escenario, lo bueno también de la repetición, ¿no? De descubrir cada día lugares nuevos. Je l'ai interprété donc en Espagne avec Aitana Sánchez Gijón. Et donc avec le metteur en scène Mario Gas, on a joué pendant un an. Et c'était vraiment impressionnant. Genet, c'est quelqu'un pour moi qui est vraiment impressionnant, dont je suis tombée amoureuse durant cette année parce que chaque jour, redire ces mots incroyables, c'était une expérience formidable pour moi parce que le théâtre, c'est autre chose, ça se passe vraiment au niveau de la parole, au niveau du mot, au niveau de la phrase, qu'on est obligé d'aller creuser derrière le sens qui existe derrière cette parole. Et le théâtre, c'est la parole, le cinéma, c'est différent parce que c'est l'image, mais c'est également le regard. Et le fait de répéter constamment ces mots, ça a été vraiment magique pour moi. Hola. 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 Es un gusto encontrarla, un gran placer. Yo tenía una pregunta. Estábamos hablando de la preparación de Julieta. Sí. Y yo quería saber que es un papel un rol un poco especial en el sentido de que es un rol compartido entre dos actrices. Sí. Así quería saber si hubo un trabajo junto o si se quedó algo solitario. Le personnage de Juliette est un peu spécifique dans ce film puisqu'il est interprété par deux actrices et donc j'aimerais savoir si vous avez travaillé ensemble à un moment donné ou pas du tout. Pedro trabajó de forma independiente con cada una. El rodaje fueron 12 semanas y él empezó rodando con Adriana, se rodó en orden cronológico prácticamente, y empezó rodando con Adriana Ugarte las primeras 6 semanas y luego me incorporé yo al equipo
otras 6 semanas. Él trabajó de forma independiente con cada una y yo creo que con cada una de forma muy distinta, porque cuando yo me he encontrado con Adriana en la promoción de la película, porque no coincidíamos en el rodaje, lo único que me pidió Pedro fue que fuera un día al rodaje, al principio cuando estaba rodando con Adriana, porque necesitaba que yo grabara los off, la voz en off que aparece en la película, también para medir el texto y el tempo del plano, ¿no? En fait, Pedro a travaillé de manière indépendante avec chacune de nous deux. Le tournage a duré 12 semaines et il a commencé avec Adriana Ugarte, les 6 premières semaines, et il a tourné dans l'ordre pratiquement chronologique de l'histoire, et ensuite moi me suis incorporée au tournage les 6 dernières semaines en fait. Et je pense même qu'il a travaillé de manière différente avec chacune de nous deux, parce qu'Adriana, je l'ai rencontrée finalement que lors de la promotion du film, sauf un jour où je suis allée au tournage, et parce que Pedro m'a demandé de venir enregistrer en off dans le film une voix qu'on entend à un moment donné, et on avait besoin que je sois là pour mesurer le tempo et le temps du off justement dans le film. Pero bueno, sí que hicimos un trabajo de composición, de caracterización, el pelo, el color, muchísimo trabajo, porque claro, la película transcurre durante varias épocas, ¿no? Y ahí hay un trabajo por parte del equipo de dirección de arte, pero nosotras tuvimos el impulso de llamarnos y de trabajar juntas, ¿no? De crear gestos, actitudes, y nos dimos cuenta que podíamos cometer un grave error porque estábamos trabajando con Pedro Almodóvar y él es el maestro y el que nos iba a dar las indicaciones precisas, ¿no? Y así fue. Solo nos juntó un día a las 2 para caminar, porque quería que camináramos parecido. De hecho, hay una especie de homenaje que también Pedro Almodóvar hace a Ascensor al Cadalso. Perdón. ¿A quién? Ascensor, la película de Louis Malle. Ascensor al Cadalso. Sí, Louis Malle. Ah, l'ascenseur à l'échafaud. Ah oui, d'accord. Por los paseos de Jean Moreau. Sí. Oui, d'accord. Il y a eu un grand travail de composition du personnage, mais également de la transformation du personnage avec les cheveux, avec la couleur. Il faut se rappeler que le personnage passe énormément d'époques donc différentes dans sa vie. Donc il y a eu un gros travail de la part de la direction artistique. De nous-mêmes, finalement, on a eu envie de s'appeler un jour et de travailler de notre côté pour essayer de trouver ensemble des gestes et des attitudes communes. Mais après, on s'est dit que c'était peut-être une erreur qu'on était en train de faire, parce que Pedro est un maître en la matière. Et c'est sûrement lui qui allait nous donner les bonnes indications nécessaires pour ce travail-là. Pedro, ce qu'il a fait quand même, c'est nous réunir pour marcher ensemble, toutes les deux, pour qu'on ait une sorte de similitude quand même dans la démarche. Et d'ailleurs, là, il fait un hommage à Ascenseur à l'échafaud, c'est ça? Si. Pour l'échafaud, voilà. Si. Excusez-moi, je ne me souviens pas du tout. L'ascenseur pour échafaud de Louis Malle. Voilà, c'est un hommage qui lui rend à ce moment-là dans la façon de marcher de Jeanne Moreau. Sí. Sí, también Pedro, os cuento que hace una especie de homenaje a Buñuel en Ese oscuro objeto del deseo. Buñuel cogió a 2 actrices, Ángela Molina y Carole Bouquet, interpretando el mismo personaje. Il fait également un hommage évidemment à Buñuel avec son dernier film, Cet obscur objet du désir, où il a travaillé avec Ángela Molina et Carole Bouquet qui représentent le même personnage. He de decir que me parece una genialidad increíble la escena de la toalla. Para mí es el mejor momento. C'est vous dire que vraiment pour moi, ce moment du passage donc, de personnage à un autre à travers la serviette, je trouve que c'est vraiment génial. Porque yo creo que en la memoria del espectador, cuando termina Julieta, tú recuerdas un personaje, no recuerdas 2 actrices. De hecho, me ha pasado encontrarme con personas que hablando me han dicho, cuando estás en la escena en la casa que se acaba de morir el padre y está...
y digo, no, yo no sé, eso no era yo. Je crois que dans la mémoire du spectateur, finalement, ce qui reste, c'est un personnage et c'est pas deux actrices. Et il y a des gens qui d'ailleurs m'abordent dans la rue et me disent « Ah, cette scène, ou quand tu es dans la maison, quand le père meurt, et elle dit « Mais non, c'est pas moi qui étais là à ce moment-là, mais c'est le personnage qui était là. » Esa es la genialidad de Pedro, ¿no? Conseguir eso. C'est le génie de Pedro, hein, pour parvenir à cela. Il y a une question là et une là. Damien. Il y avait d'abord, je crois, je fais modératrice. Et après, c'est vous. Damián. Hola, Damián. Con 50 pelis, eso supone que ya has conocido a todo tipo de películas, todo tipo de directores y todo tipo de papeles. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta alguna vez te has planteado la posibilidad, has pensado hacer una peli como directora? Y en ese caso, ¿cuál sería tu primera película? ¿Cuál sería? Tu primera peli. Est-ce que tu as déjà pensé à faire Te ha quitado el trabajo. Pues fíjate qué curioso, cuando hice mi primera peli pensé, lo mejor en el cine es dirigir. Quand j'ai fait mon premier film, ce que j'ai pensé vraiment directement, c'était que ce qu'il y a de mieux dans le cinéma, c'est de diriger. Y en aquel momento pensé que en algún momento de mi vida dirigiría una película. Y durante un tiempo sí es verdad que lo estuve contemplando. Pero me impone tanto respeto, y después de haber trabajado en cine con los directores, soy consciente del trabajo que ello implica. Soy consciente del control que has de tener y de... no solamente es un trabajo creativo, ¿sabes? Es un trabajo en equipo. Estás constantemente respondiendo preguntas por parte de todo el mundo y tienes que tener un criterio muy lúcido y saber perfectamente cuál es tu objetivo y no perderte, ¿no? Y me parece admirable, no creo que esté preparada para hacer eso, aparte de que me fascina mi trabajo. Creo que la vida me ha llevado a interpretar personajes y me gusta mucho lo que hago. Ahora mismo no me planteo, sí que me gusta provocar proyectos, ¿no? Y juntarme con directores que me gusta lo que hacen y por qué no nos juntamos o por qué no hacemos una historia sobre esto o por qué no nos vamos al Congo a rodar un documental, por ejemplo, ¿no? Pero dirigir, yo me volvería loca. Me empezarían a hacer preguntas y dirían, haz lo que quieras. C'est vrai que pendant un temps, je me suis posé la question de me dire pourquoi pas, parce que pourquoi pas réaliser finalement mon propre film. Mais je crois que j'ai beaucoup de respect pour le travail de réalisateur, parce que c'est un énorme travail, il faut vraiment s'impliquer, il faut être... je suis consciente de ce que ça représente, il faut avoir beaucoup de contrôle, ce n'est pas seulement créatif ce travail-là, c'est une équipe aussi qu'il faut diriger, et il faut constamment répondre à toutes sortes de questions sans perdre l'objectif qu'on s'est... qu'on a voulu suivre, enfin, qu'on s'est donné. Il faut avoir un critère très lucide de ce qu'on veut raconter également et ne pas se perdre dans toutes ces questions. Je trouve que c'est admirable. Mais finalement, j'ai une grande chance parce que je suis fascinée par mon travail. Et j'aime aussi provoquer des projets avec des réalisateurs que j'aime bien. Pourquoi pas faire celui-ci, même un documentaire au Congo par exemple. Donc si vraiment je me mettais à réaliser, je crois que je deviendrais folle. Et voilà. Est-ce que j'avais pas réussi. Je crois que je deviendrais folle et que je dirais à chacun qui me demande quelque chose, fais ce que tu veux. Voilà. Es que hay que tener el deseo, la necesidad de contar una historia. Para dirigir tú tienes que tener el impulso, tiene que nacer algo dentro de ti y tener esa necesidad de contarlo. Y hay que escribir un guión. Y yo creo que soy una persona que estoy más conectada con, si es que estoy conectada con algo,
con el mundo de las emociones, ¿no? Es otra sensibilidad. Para dirigir hay que ser más concreto y yo me pierdo, soy más abstracta. Pour réaliser, il faut vraiment avoir un désir profond, une vraie nécessité de raconter une histoire, quelque chose qui vous vienne de l'intérieur. Et il faut écrire le scénario également. Moi, je suis quelqu'un qui est plus connecté avec le monde des émotions, qui a une autre sensibilité justement. Et je pense que je suis quelqu'un de plutôt abstraite, alors que pour cela, il faut être plus concret. Hola. Quisiera saber si tiene directores favoritos o algunos que le hacen soñar. J'aimerais bien savoir si vous avez des réalisateurs favoris ou s'il y en a qui vous font rêver. Bueno, yo soy una gran admiradora del cine francés. A mí desde siempre me ha gustado muchísimo el cine que se hace aquí, o sea, desde la Nouvelle Vague, François Truffaut, Louis Malle, Bergman, ¿no? El otro, Godard. ¿Sabes? Soy un poco rarita. Me gustan mucho esas películas, ¿no? O sea, la poética, las imágenes, el tempo, desde siempre, desde que empecé. Me meto en las salas de cine independiente y son las películas que me gustan. Hay algo que me funciona mucho a nivel intuitivo, ¿no? Con el cine, y una imagen, un título, una palabra, un actor me provoca ir a ver esa película, aunque no sepa nada de ella. Moi, je suis une grande admiratrice du cinéma français depuis très longtemps. J'aime beaucoup la Nouvelle Vague, les réalisateurs comme Truffaut, Louis Malle. Et je suis quelqu'un d'un peu bizarre, hein, on va dire, surtout pour l'Espagne. Mais ce qui m'attire dans ces films, c'est la poésie, c'est les images, c'est le tempo qui est utilisé dans ces films-là. Et j'aime bien rentrer dans des salles indépendantes qui montrent ce genre de films. Et je fonctionne à l'intuition, c'est-à-dire qu'une image, un titre, un acteur, un mot dans l'affiche, et je pars voir le film. Voilà, je n'ai pas besoin de savoir grand-chose du film, mais ça, voilà, je marche à l'intuition. Y más contemporáneo me gusta mucho, por ejemplo, Jim Jarmusch. Et dans le cinéma plus De hecho, no sé si habéis visto Patterson, pero es... Ouais, Patterson. Dans le cinéma contemporain, ce que j'aime beaucoup, c'est Jim Jarmusch. Je ne sais pas si vous avez vu Patterson, mais c'est extraordinaire. Wow. Et Mathieu nous disait l'autre soir que tu aimerais travailler avec François Ozon aussi, que tu trouvais bien cette Ozon, François Ozon, sí. Sí, también me gustaría mucho trabajar. Ayer me preguntaron. Sí, 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 sí. Sí, también, François Ozon. Sí. Alors, d'autres questions? Oui, hay muchas manos. Hola, buenas noches. Después de haber pasado por la creación del personaje de Julieta y asimismo de la propia Apple, ¿qué podrías tú, como Eva Suárez, decirle a una mujer que está atravesando al principio por un hijo desaparecido? Après avoir composé ces personnages donc de Julieta et de Properapel, en tant qu'Emma, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui justement est en train de passer par cette chose tellement difficile d'avoir perdu un enfant, en tout cas qui est disparu depuis 10 ans? Pues no hay mucho que decir ante alguien que está pasando por una situación así. Quizá lo único que puedes hacer es acompañar a esa persona desde el silencio y escucharla. Más que decirle algo, escucharla. Porque quizá lo que tiene es la necesidad de un abrazo,
de una mano o de tomarse un café en el silencio, sencillamente, ¿no? A veces sobran las palabras según en qué situaciones emocionales, ¿no? Porque es un dolor difícil, ¿sabes? Que le puedes decir a alguien así. Toda la compasión y la comprensión del mundo, ¿no? Cuando estás ante alguien así. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire parce que dans une telle situation, parce que c'est tellement dur. Je pense que la seule chose qu'on puisse faire vraiment, c'est accompagner cette personne dans le silence, l'écouter, parce que peut-être qu'elle a besoin surtout d'une embrassade, d'une main qui la touche, ou de parler tout simplement autour d'un café, ou même de ne pas parler autour du café dans le silence tout simplement, parce que je crois que des fois les mots sont de trop, et surtout dans des situations émotionnelles comme celle-ci. C'est une douleur tellement difficile que je crois que ce que l'on peut apporter, c'est toute la compassion et la compréhension du monde. Más fácil, ¿qui a choisi la couleur rouge, Emma ou Pedro? ¿Quién ha elegido el color rojo? ¿Emma o Pedro es muy de rojos. Pedro aime beaucoup le rouge. Sí, y yo intento respetar eso también. Et j'essaie de respecter cela. Sí, ha sido un homenaje también para Pedro y para la ardilla roja, ¿por qué no? C'est un hommage aussi que je faisais à l'écureuil rouge. J'aimerais vraiment vous féliciter pour le talent dont vous avez fait preuve pour incarner le personnage de Julieta tout au long du film, pour avoir maintenu les larmes du personnage contenu sans jamais qu'elle ne pleure. Et je voudrais vraiment vous savoir comment Has vous avez conseguido vécu. contener estas lágrimas sin que nunca se vean, y entonces quería saber cómo lo habías vivido y cómo lo habías conseguido también, eso, el personaje de Julieta. Pues Pedro quería hacer una película contenida, quería sujetar las emociones, ya en los ensayos hablaba de esto. Y sí que es verdad que en algún momento en el rodaje dudaba, ¿no? En algún momento pensé que el personaje necesitaba desbordarse, que el personaje necesita, o sea, aguanta, no es normal, ¿no? En algún momento esta Julieta tiene que derramar las lágrimas, ¿no? Lo que pasa que es verdad que en la edad adulta del personaje ese dolor ya se ha instalado. O sea, Pedro quería hablar de una mujer que ya ha llorado, ¿sabes? Y llorado. Y ha pasado el tiempo, ¿no? Y ha aprendido a convivir con esa ausencia. Entonces yo como actriz no es que me metiera en el camerino y me pusiera a llorar, ¿no? Porque supongo que si me hubiera pasado eso, hubiera significado que estaba en otra escala de la emoción, y no era ahí donde Pedro me quería colocar, ¿no? Pedro voulait faire un film contenu où les émotions seraient retenues. Et durant le tournage, c'est vrai qu'il m'est arrivé à un moment donné de douter de cela. Je pensais que le personnage avait peut-être besoin d'un moment de s'exprimer, de lâcher un petit peu tous ces pleurs qu'il y avait en elle. Mais finalement, Pedro m'a dit quelque chose de très juste, je pense. C'est que ce personnage-là était déjà à l'âge adulte et que la douleur s'était installée depuis très longtemps en elle et que cette femme avait déjà énormément pleuré et qu'elle savait
à partir de cet âge-là où elle savait vivre avec cette absence de sa fille. Et donc, j'étais pas non plus dans cet état d'esprit ou d'émotion, plutôt d'aller pleurer, au point d'aller pleurer dans ma loge, pour ne pas pleurer devant la caméra, parce que j'ai compris que justement, on était à une autre échelle de l'émotion chez cette femme-là, et qu'elle n'avait plus besoin, oui, de pleurer en quelque sorte. Pero sí que es verdad que antes de empezar la película, cuando estaba preparando el personaje, estudiando, en algún momento se me escapaba alguna lágrima, ¿eh? C'est vrai qu'avant le film, en préparant le personnage, il y a certains moments où quelques larmes ont coulé. Je n'ai pas pu empêcher. Sí, porque Pedro, por ejemplo, me pidió que escribiera un cuaderno igual que el que escribe ella en la película. Me dieron a mí un cuaderno igual para que yo escribiera allí los off y bueno, yo hice allí una liada increíble. Sí, le empecé a llevar de fotos, me hice un collage con las fotografías de la niña, ¿sabes? Como un poco en la película, pero desde mí misma. Y pensando que iba a ser una cosa íntima que no iba a ver nadie. Y un día Pedro me lo pidió y me dio una vergüenza. En fait, Pedro m'a demandé d'écrire une sorte de journal intime, en quelque sorte, qui après ferait partie des off du film. Et je suis complètement rentrée dedans, j'ai commencé à faire des collages avec des photos de la petite, enfin voilà, je suis complètement entrée dans cette chose-là, et c'était très intime, mais je pensais que personne allait le voir, et un jour Pedro me l'a demandé, et j'avais honte. Hola. Hola. Buenas noches, Emma. Buenas noches. Es sobre una película colombiana que se llama Golpes de Estadio, Sí. de 1998, y la pregunta es, ¿cómo te pareció la filmación, esa experiencia que tuviste? Qué bueno, gracias. ¿Cómo te pareció? Colombia, la filmación. La filmación, sí, simplemente. Es una película que has hecho. Colombiana, sí. Voilà. Elle a travaillé dans un film colombien qui s'appelle Con Sergio État. Cabrera. Avec Sergio Cabrera. Sí. Avec Sergio. Que se llama Golpe de Estadio. Voilà, oui, coup d'État. Et ¿Ah, sí? il lui demandait comment s'était passé le tournage. Pues mira, estoy enamorada de Colombia. Je suis amoureuse de la Colombie. Pasé 8 semanas rodando en Colombia. Iba de guerrillera todo el día con la metralleta tirada por los suelos, o sea, era un rodaje fantástico, no había maquillaje, peluquería, nada, rodeada de tíos todo el día. 8 semaines extraordinaires de tournage parce que j'étais une guerrière de la guérilla, hein, et donc j'étais avec une mitraillette toute la journée en train de traîner sur le sol, de ramper sur le sol. Il n'y avait pas de maquillage, il n'y avait pas de coiffeur, enfin voilà, avec des enfants tout autour de moi toute la journée, c'était formidable. Sí, y recuerdo con muchísimo cariño a los colombianos. De hecho, desde entonces, cuando escucho hablar en colombiano, ¿de dónde eres? De Colombia. Y siempre acierto, ¿eh? Et j'ai vraiment adoré les Colombiens. Et d'ailleurs, maintenant, quand j'entends parler quelqu'un, je dis, mais tu es d'où? De Colombie. Et en effet, parce que je reconnais le son. Adoro el mango biche, por cierto. Et elle adore le mango biche. Es un plato, ¿verdad? Hoy un mango riquísimo que lo ponen con sal. Ah, c'est de la mangue qu'ils mettent auquel ils ajoutent du sel. Cuando empecé a rodar en Colombia, de repente llego allí, todo el mundo decía, ¿me regalas un tinto? ¿Me regalas un tinto? A las 6 de la mañana. Y yo digo, aquí que pronto empiezan a beber. Y además gratis. Sí. Quand je suis arrivée au tournage, on me demandait déjà à 6 h du matin, tu m'offres un verre de vin Y es rouge. el café, el tinto. Ah, voilà, le tinto. En fait, voilà, tinto, c'est pour le vin rouge en espagnol, mais en fait là-bas ça veut dire café, parce que je me disais, moi, bah dis donc, il commence tôt ici à boire du vin rouge à 6 h du matin, et en fait c'était un café.
Eso no lo sabía. Pues si vas a Colombia ya sabes, que te regalen un tinto. Vale, ya, mejor estar enterada. Une dernière question, peut-être, parce que Parce que vraiment, on l'a fait travailler voilà. beaucoup. Elle a un temps très chargé toute la journée, donc une dernière question. Voilà. De l'autre côté. Bonsoir. Non. Voilà. Je ne vais pas poser ma question en espagnol parce que je ne vais pas oser le faire. Mais voilà, moi je vous découvre, je connaissais Julieta, j'ai découvert la thérapie, j'ai aussi parlé à Cétrias. Je me demandais, parce que quand on vous voit là, devant vous, vous êtes toute pétillante, on imagine une femme très joyeuse dans la vie. Te pareces muy alegre en la vida. Sí. Sí, gracias. Pero por lo visto vas hacia papeles graves. Me han encasillado, sí. Quería saber si habías rodado comedias y si piensas tener tu sitio en este género de comedias o si en el fondo de ti eres alguien oscuro. Y entonces das una apariencia diferente. Pues mira, yo me pregunto lo mismo. Me pose la même question. Cuando me llamó Pedro Almodóvar, te prometo que pensé, ¡qué bien! Por fin voy a hacer una comedia con Pedro Almodóvar. Quand Pedro m'a appelé, je me suis dit, c'est génial, je vais enfin faire une comédie. Le dije, Pedro, y yo un día del rodaje le dije, yo que pensaba que me llamabas para una comedia. Je lui ai dit à Pedro, un jour je lui ai dit, moi qui pensais que tu m'appelais pour une comédie. Sí, pues no lo entiendo. Porque no, yo soy una persona muy positiva, me gusta mucho reír, o sea, disfruto de la vida, soy una disfrutona, ¿no? A mí me gusta vivir aquí, ahora, y me encanta pasarlo bien. Tengo, de hecho, una parte gamberra también, ¿no? Por suerte, ¿no? Cierta locura que me permite sentirme libre. Y no soy nada dramática. Obviamente vivo la vida y todos pasamos por momentos difíciles y a veces dolorosos y soy una persona reflexiva, que me tomo mi tiempo para pensar sobre las cosas que vivo. Soy madre, tengo 2 hijos, mi hija estudia en el liceo francés, el próximo año ya os contaré todo esto en francés. En fait, moi je suis quelqu'un de tout à fait positif, j'aime rire, j'aime profiter de la vie, et surtout ici et maintenant, et j'aime donc m'amuser. J'ai même un côté un peu voyou, un peu faux-folle aussi. Je trouve que c'est une chance parce que ça me permet d'être libre, justement, ce côté-là. Et je ne suis pas vraiment dramatique dans ma manière d'être. Évidemment, la vie vous plonge des fois dans des moments un peu difficiles ou douloureux. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez réflexif. J'aime bien réfléchir sur ce qui m'arrive, justement, et sur les choses qui m'arrivent. Et je suis mère aussi, j'ai 2 enfants, donc voilà, avec... Je sais, enfin, je fais attention en vivant avec eux de vivre les choses bien. Pero no hay en mi filmografía mucha comedia. Está El perro del hortelano, sí. Y Besos para todos, de Jaime Chavarri, que no sé si la habéis puesto aquí. Sí. Sí. J'ai pas fait beaucoup de comédies dans ma vie, dans ma filmographie. Il y a El perro del hortelano, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a Le chien du gardiner. Pardon? Le chien, oui, le chien du verger, enfin c'est pas du jardinier. Il y a aussi des baisers pour tous, un autre film espagnol, bon, qui est passé ici au festival. Sí, pero aún estoy a tiempo de hacer una comedia. Voy a tener muchos coloquios.
Mais il est encore temps pour moi de faire des comédies. Il va falloir que je fasse encore plein de débats comme ça. ¿Sabes qué pasa? Que en el cine también, cuando un director te ve trabajando en un personaje dramático y encuentra algo que le sirve también para la historia que está escribiendo, pues porque busca una actriz de esas características, al final te llaman también para hacer eso. Entonces es muy difícil para una actriz el trabajo de intentar desencasillarte, porque no eres tú la que quiere continuar por ahí, pero inexorablemente la vida te está llevando constantemente a ese tipo de proyectos. Y por suerte hay proyectos. Pero no me voy a poner espléndida y voy a decir, no voy a trabajar con Pedro Almodóvar, que es un dramón. Ah oui, ce qui se passe, c'est que dans le cinéma, quand un réalisateur vous propose un personnage dramatique, s'il y en a d'autres qui sont en train d'écrire une histoire et vous voit précisément dans ce genre de rôle, eh bien, du coup, il va se dire « Ah, mais voilà, cette actrice, elle a exactement les caractéristiques dont j'ai besoin. » Et donc, c'est difficile de sortir de cette catalogisation qu'on fait de certaines actrices. Et moi, j'aimerais, enfin, c'est pas que j'aimerais pouvoir faire des comédies, mais finalement, la vie, parce qu'elle m'apporte, c'est des projets plus dramatiques, on va dire. Mais bon, j'ai déjà la chance d'avoir des projets qu'on me propose. Hein, donc, je vais pas dire à Pedro, non, Pedro, je ne veux plus d'un mélodrame, c'est fini. Pas possible, ça. Donc voilà, nous n'allons pas conclure puisqu'il n'y a pas de conclusion, ni dans le cinéma, ni dans la vie. Nous ne pouvons que vraiment remercier vraiment très très profondément Elma Suárez de cette générosité, puisque je pense que depuis qu'elle est arrivée à Nantes, elle a été présente dans toutes les salles, dans les rues, incarnant des personnages aussi qui sont des personnages très humains et puis répondant à vos demandes constantes. Donc, agradeciendo tu generosidad, pero no solo aquí, también en la calle, con la gente que te aborda y esas cosas. Que será une très très belle clôture à l'image de la vie de San Sebastián, mais pas pour vous montrer la vie touristique que vous connaissez, mais l'envers du décor. Dans ce film collectif, vous verrez, entre autres, un film d'Imanol Uribe qui était ici l'année dernière avec Elena Anaya. C'est vraiment une mosaïque de tous les réalisateurs basques, Borja Cobeara par exemple, Gracia Querejeta, etc. C'est vraiment, je dirais, un pari très intéressant des cinéastes basques montrant l'envers du décor pour une soirée qui sera festive également et qui se passera à Gralin, au Théâtre Gralin, et puis au 14. Donc merci Elma d'avoir été là avec nous pendant Pilar. ce festival. Merci. 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 Gracias. Gracias, querida. Merci.